Il était un PDG milliardaire, le roi de la défense, sur le point de conclure un accord de 20 milliards d'euros. Elle était une serveuse, invisible, portant un plateau de champagne qu'il n'a même pas regardé. Alors que lui et ses avocats de haut vol riaient de leur victoire, une phrase égarée, un minuscule numéro de clause traversa la pièce. La serveuse se figea. C'était une erreur. Pas une faute de frappe, mais une erreur à 3 milliards d'euros, capable de détruire une entreprise et de mettre fin à des vies. Il lui a dit « Vous ne comprenez rien au contrat ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était celle qui avait écrit le livre sur le sujet, et elle s'apprêtait à recouvrer une dette dont il ignorait l'existence. Le Sommet doré n'était pas un restaurant. C'était une déclaration. Perché au 70e étage, au-dessus de l'épine dorsale scintillante de Paris, c'était un endroit où les mortels ne dînaient pas. Les dieux de l'industrie, les titans de la finance et les marionnettes politiques qu'il contrôlait, voilà la clientèle. L'air lui-même semblait coûter cher, épais des senteurs d'huile de truffe, de cuir vieilli et d'une arrogance tacite et suffocante. Pour Hélène Dubois, c'était une prison. À 27 ans, la vie d'Hélène était une étude de contrastes brutaux. Le jour, elle naviguait dans les confins étouffants d'un 2 pièces à loyer modéré à Montreuil, où le son dominant était le cliquetis de la machine à oxygène de son père. La nuit, elle portait l'uniforme noir et blanc amidonné du Sommet doré, équilibrant des plateaux chargés de plats qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Ses mains, fines et marquées de petites brûlures dues aux assiettes chaudes servies à la hâte, étaient destinées à autre chose. Elles étaient destinées à tenir le poids des revues de droit de la Sorbonne, à signer des mémoires capables de démanteler des corporations. Elle avait été la star de sa promotion, la prodige, celle que le professeur Lambert avait qualifiée d'esprit juridique unique en une génération. Puis la tempête avait éclaté. Maintenant, son esprit, qui luttait autrefois avec des jurisprudences byzantines, était occupé à se souvenir que la table 7 voulait son château Margaux décanté pendant précisément 45 minutes et que le steak de la table 12 devait être exactement saignant, sinon M. Bernard ferait une crise. Ce soir, la plus grosse bête de toutes était dans l'établissement. Marc Fournier. Même si vous ne connaissiez pas son visage, vous connaissiez son nom. Fournier était le PDG et fondateur d'Orion Acquisition Mondiale, une entité corporative qui se comportait moins comme une entreprise que comme un trou noir, dévorant tout sur son passage. Il était grand, avec une crinière de cheveux argentés, un visage brutalement beau et des yeux qui possédaient l'indifférence plate et froide d'un requin. Il portait un costume sur mesure d'une grande maison parisienne qui coûtait probablement plus que la totalité des frais de scolarité d'Hélène. Il était assis à la table d'honneur du restaurant, la banquette d'angle offrant une vue panoramique divine sur la ville qu'il considérait comme sienne. Avec lui se trouvaient 3 autres hommes, son cercle rapproché. Hélène reconnut son directeur juridique, un homme à l'air perpétuellement nerveux nommé Robert Henry, et un cadre plus jeune et plus lisse, Blaise Antoine, qui semblait être le flagorneur en chef. « C'est fait, messieurs », tonna Fournier, sa voix tranchant le silence cultivé du restaurant. Plusieurs convives levèrent les yeux, agacés, mais les détournèrent rapidement en voyant de qui il s'agissait. Quand Marc Fournier parlait, on écoutait. L'affaire Hélios est à nous. La réunion du conseil d'administration de demain n'est qu'une formalité. Le champagne. Hélène tressaillit. C'était son signal. Elle récupéra la bouteille de salon 1996 à 8 000 € du seau à glace. Alors qu'elle s'approchait, Blaise Antoine levait son propre verre. À Marc, pour avoir réussi l'impossible. Fusionner avec Hélios Innovation nous donne un monopole total sur le marché de la logistique pilotée par l'IA. 20 milliards d'euros. C'est stupéfiant. Ce n'est pas seulement stupéfiant, Blaise, corrigea Fournier, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. C'est la domination. Hélios se croyait malin. Leur conseil a essayé de jouer les durs. Mais ils n'avaient pas compté sur votre équipe juridique, intervint Henri, avide d'une miette de louange. Fournier gloussa, un son sec et grinçant. Notre équipe juridique? Oh, ils sont corrects. Mais ce ne sont que des marteaux. Je suis l'architecte. Ils pensaient que leur pilule empoisonnée était si intelligente. Les mains d'Hélène étaient parfaitement stables alors qu'elle versait le liquide doré et pétillant dans la flûte de Fournier. Il ne la regarda pas. Il n'accusa pas réception de son existence. Elle n'était qu'une paire de mains, une fonction aussi inanimée que le verre qu'elle tenait. Ce sont des imbéciles, continua Fournier en prenant le verre. Ils se disputent encore sur la section 12, sous-section 4, la clause de conformité suisse. Ils pensent que ça leur donne un levier. Henri rit, un son mince et nasillard. Il s'accroche à ça. C'est du baratin. Une clause de rupture standard de 30 millions d'euros si nous n'obtenons pas l'approbation réglementaire. Une erreur d'arrondi. C'est de l'argent de poche. Les régulateurs de l'UE auront tout validé d'ici vendredi. Exactement, ricana Fournier,
prenant une longue gorgée. 30 millions. C'est le coût des affaires. Laissez-leur leur victoire symbolique. Nous obtenons le prix de 20 milliards. Il reposa son verre, faisant signe d'en avoir plus. Hélène le remplit, mais son esprit n'était plus dans le restaurant. Il s'était accroché à une phrase. Section 12, sous-section 4. La clause de conformité suisse. Une terreur froide, aiguë et soudaine, perça le brouillard de son épuisement. Elle connaissait cette clause. Ce n'était pas du baratin. Ce n'était pas une erreur d'arrondi. C'était une bombe à retardement. Et Marc Fournier, le PDG le plus craint du monde, était assis juste dessus, allumant la mèche avec arrogance. Hélène s'éloigna de la table en pilote automatique, ses pieds la portant vers l'acier poli des portes de la cuisine. Mais son esprit retournait en arrière, à travers le temps et la mémoire, vers un amphithéâtre brillamment éclairé de la Sorbonne. Le professeur Lambert, un homme à l'esprit aussi acéré qu'un piège d'acier, arpentait la scène. « Ne vous laissez pas abuser par la simplicité », avait-il tonné, sa voix résonnant sur les murs lambrissés de chêne. Le prédateur le plus dangereux dans la jungle juridique est celui qui a l'air inoffensif. La clause qui ressemble à du baratin. La faute de frappe qui ressemble à un accident. Il avait projeté une diapositive. C'était un bloc de texte dense. « Contemplez, dit-il, ma baleine blanche, l'affaire Breton SA contre Gentech Pharma, un magnifique et vicieux petit morceau de contentieux. Gentech, un conglomérat massif, pensait acquérir une petite entreprise de biotechnologie belge, Breton. Ils ont jeté un coup d'œil à une clause qu'ils supposaient être une disposition standard de « meilleurs efforts suisses ». Ils l'ont appelée, de manière risible, la « clause de conformité suisse », un nom inapproprié, un piège. Hélène était assise au premier rang, son cahier déjà plein. Ce n'était rien de tel, poursuivit Lambert. C'était une clause de rupture de pourparlers régie par le Code de commerce belge, article 719, une loi de niche, brutale. Le nom « suisse » était une diversion. Les avocats de Gentech, arrogants et surpayés, l'ont lu comme une simple pénalité. Ce qu'ils ont manqué, c'est la référence croisée, un minuscule numéro à 9 chiffres renvoyant à une annexe. Cette annexe n'invoquait pas seulement une pénalité. Elle invoquait une responsabilité juridictionnelle non plafonnée. Un murmure avait parcouru l'amphithéâtre. Quand Gentech n'a pas réussi à obtenir une approbation réglementaire spécifique et obscure de l'UE, dit Lambert, un sourire sombre sur le visage, Breton a poursuivi. Le tribunal belge n'a pas accordé une simple pénalité. Il a accordé 15% de la valeur marchande totale projetée de la synergie échouée. Les avocats de Gentech pensaient être redevables de 50 millions de dollars. Le juge est revenu avec un jugement de 4 milliards de dollars. Ça les a mis en faillite. Une entreprise de 100 milliards de dollars démantelée par 2 phrases qu'ils étaient trop paresseux pour lire. Hélène fixa la porte battante de la cuisine. Section 12, sous-section 4. La clause de conformité suisse. Ça ne pouvait pas être ça. C'était un cas d'école sur 1 million. Une histoire de fantôme juridique. Elle s'appuya contre le mur, la chaleur de la cuisine réchauffant son dos. Son pouls battait dans ses tempes. Fournier avait mentionné Helios Innovation, une société de logistique IA. L'IA, le paysage réglementaire le plus scruté et en évolution la plus rapide au monde, surtout dans l'Union européenne. L'équipe de Fournier était convaincue qu'ils auraient le feu vert d'ici vendredi, mais Hélène avait lu un article la semaine dernière. L'UE avait, lors d'une session d'urgence surprise, accéléré un nouvel ensemble de lois sur la gouvernance de l'IA. Des lois si nouvelles qu'elles n'avaient même pas encore été entièrement traduites dans toutes les langues officielles. Elles étaient strictes, complexes, et visaient directement à empêcher les monopoles dans la logistique des données. Un accord de cette ampleur, fusionnant 2 géants comme Orion et Helios, ne serait pas validé d'un simple coup de tampon. Il serait examiné au microscope, et il ne passerait jamais d'ici vendredi. 30 millions. Fournier avait ri. Hélène fit le calcul dans sa tête, son esprit cliquetant avec la vitesse d'un boulier. L'accord était de 20 milliards d'euros, 15% de la valeur marchande totale. Son souffle se coupa. Ce n'était pas 30 millions d'euros. C'était 3 milliards d'euros. 3 milliards. Elle sentit une vague de nausée. C'était le genre d'erreur qui ne mettait pas seulement fin à des carrières, elle mettait fin à des entreprises. Elle anéantirait Orion, acquisition mondiale. Fournier serait ruiné. Ses actionnaires seraient ruinés. Une petite partie sombre d'elle-même murmura « Bien fait, qu'il brûle ». Marc Fournier n'était pas juste un autre PDG arrogant. Pour Hélène, c'était un nom prononcé à voix basse chez elle, un nom synonyme de ruine. C'était l'homme qui avait détruit son père. Elle se décolla du mur. Ce n'était pas seulement une curiosité juridique.
C'était une opportunité. Mais de quel genre? Devait-elle laisser faire? Regarder depuis la touche, pendant que l'homme qui avait tout pris à sa famille recevait enfin sa récompense karmique. Elle regarda à nouveau à travers le petit hublot en forme de losange de la porte. Fournier riait de nouveau, son visage empourpré par le vin et la victoire. Il était un roi nu, et tout le monde admirait ses parures imaginaires. Tout le monde sauf la serveuse. Son conflit intérieur était un feu déchaîné. L'aider semblait être une trahison envers son père. Mais ne pas l'aider, laisser la bombe exploser, cela ressemblait à une spectatrice passive. Son père l'avait élevée pour être une guerrière, pour utiliser la loi comme une épée pour la justice, pas un bouclier pour se cacher. Et puis une troisième pensée, plus terrifiante, émergea. Et si elle pouvait utiliser ça? Utiliser cette connaissance non seulement pour arrêter l'explosion, mais pour la contrôler. Elle lissa son tablier, ses mains ne tremblaient plus. La peur avait disparu, remplacée par une clarté froide et aiguë. Elle sentit le bourdonnement familier de son esprit se verrouillant sur un problème. La même sensation qu'elle avait eue avant d'entrer dans la finale du concours de plaidoirie. Elle savait ce qu'elle devait faire. C'était un pari qui pouvait la faire virer, humilier et jeter à la rue. Mais si ça marchait, ça pourrait tout changer. Elle prit une carafe d'eau, ses jointures blanches. Elle prit une profonde inspiration et poussa la porte, retournant dans la fosse au lion. L'odeur de whisky bon marché et de cigares froids. C'était l'odeur de la faim. Ce n'était pas le parfum de leur ancienne vie. L'acajou et les vieux livres du cabinet d'avocat de son père. L'odeur de son tabac à pipe et de la lavande de sa mère. Non, cette nouvelle odeur, celle qui s'accrochait à la moquette usée de leur minuscule appartement de Montreuil, était l'odeur de la défaite. David Dubois avait été un lion, un avocat en droit des contrats brillant et intègre qui avait bâti son cabinet, Dubois et Associés, à partir de rien. C'était l'avocat des avocats, l'homme que les autres cabinets engageaient quand ils étaient dépassés. Il avait appris à Hélène à lire des contrats avant qu'elle ne sache lire des livres d'histoire. « Le diable n'est pas dans les détails, ma chérie », disait-il en tapotant un document dense. Le diable, ce sont les détails. Il y a 5 ans, David avait pris un client, une petite entreprise technologique innovante appelée Aérotech. Ils étaient en cours d'acquisition par Orion Acquisition Mondiale de Marc Fournier. Cela aurait dû être une acquisition simple et lucrative. Mais Fournier ne voulait pas seulement acquérir Aérotech. Il voulait l'éviscérer. Il voulait ses brevets pour une bouchée de pain, et il voulait se débarrasser de sa main-d'œuvre coûteuse en retraite. David Dubois l'a combattu. Il a trouvé une faille dans l'offre initiale, une fausse déclaration d'actifs qui aurait forcé Fournier à payer le juste prix ou à se retirer. Fournier ne s'est pas retiré et il n'a pas payé. Il a attaqué. Il a déchaîné son précédent directeur juridique, un homme dont Hélène crachait le nom comme du poison. Julien Vasseur. Vasseur n'a pas combattu David au tribunal. Il l'a combattu dans la presse et auprès de l'ordre des avocats. Il a enseveli le petit cabinet de David sous une avalanche de requêtes procédurales. Il a fait fuiter une note de service soigneusement falsifiée qui suggérait que David Dubois était au courant d'un défaut fabriqué dans les brevets de son client et tentait d'escroquer Orion Acquisition Mondiale. C'était un mensonge, mais un mensonge brillant et venimeux. C'était du contentieux prédateur. Le client, Aérotech, a paniqué. Ils ont renvoyé David. L'ordre des avocats, réagissant aux accusations très médiatisées de la puissante équipe juridique d'Orion, a lancé une enquête. David Dubois, l'homme le plus éthique qu'Hélène ait jamais connu, se retrouvait soudainement face à une radiation du barreau pour fraude. Hélène, alors en 2e année à la Sorbonne, était rentrée un week-end pour trouver son père dans son bureau. Il ne se battait pas. Il était juste assis dans son fauteuil, fixant le mur, une bouteille de whisky bon marché sur son bureau. La pièce était sombre. Il m'a ruiné, Hélène, avait-il murmuré, sa voix vide. Vasseur. Fournier. Ils ne m'ont pas seulement battu. Ils ont dit que je suis un criminel. Ils ont dit au monde que je suis un fraudeur. On va les combattre, papa, avait-elle pleuré, pleine du feu d'une étudiante en droit. On va déposer une contre-poursuite. C'est de la diffamation. C'est de la poursuite abusive. Avec quoi? Avait-il demandé, sa main tremblant en levant le verre. Ils m'ont déjà ruiné. Les clients sont partis. Les associés m'ont quitté. Il ne reste rien. 2 jours plus tard, elle l'a trouvé sur le sol de ce même bureau. L'AVC était massif. Les médecins ont dit qu'il avait été provoqué par un stress aigu extrême. David Dubois, le lion, n'était plus. Il a survécu, mais seulement comme une coquille vide. Il est resté non-verbal. Son esprit brillant enfermé dans un corps qui n'obéissait plus. L'enquête a été discrètement abandonnée,
Mais le mal était fait. Sa réputation était détruite. Son cabinet avait disparu. Leur argent avait disparu. Hélène a abandonné la Sorbonne. Elle a vendu leur grande maison dans les Yvelines pour payer la montagne de factures médicales et de dettes de litige. Elle a déménagé ce qui restait de son père, son corps, son fauteuil roulant, sa machine à oxygène, dans le minuscule appartement de Montreuil, et elle est devenue serveuse. Chaque soir, elle rentrait, les pieds endoloris, et s'asseyait près de son lit. Elle lui lisait, pas de la fiction, mais ses vieux manuels de droit. Elle lui lisait des résumés de nouvelles jurisprudences, de nouvelles décisions de la Cour de cassation. Il réévalue la portée du contrôle de proportionnalité, « Papa », murmurait-elle en lui épongeant le front avec un linge frais. Et parfois, juste parfois, elle voyait une lueur dans ses yeux, une étincelle du vieux feu, une lueur de l'esprit qui était toujours là. Cette lueur était la seule chose qui la maintenait en vie. Le sommet doré était sa pénitence, son humiliation quotidienne. Mais c'était aussi son terrain de chasse. Elle écoutait. Elle observait ses hommes, ses Fournier, ses Henri et ses Blaise. Et elle les étudiait. Elle apprenait leur arrogance, leurs suppositions, leurs faiblesses. Elle avait attendu. Elle ne savait pas quoi. Un signe, une opportunité. Maintenant, cela lui avait été servi sur un plateau d'argent. Section 12, sous-section 4. Ce n'était pas seulement une question de 3 milliards d'euros. C'était une question de David Dubois. C'était une question de Breton contre Jeantec Pharma. C'était une question du diable qui sont les détails. Marc Fournier et Robert Henri n'avaient pas seulement commis une erreur financière. Ils avaient insulté la mémoire de son père en tombant dans le genre même de piège qu'il avait formé à repérer. Alors qu'elle retournait vers la table, le poids de la carafe d'eau dans sa main semblait différent. Ce n'était plus un outil de service. C'était une arme. Les fantômes de son passé, le fauteuil vide de son père, l'odeur de whisky, la chambre d'hôpital froide, tout la propulsait en avant. Elle n'était plus Hélène Dubois, la serveuse. Elle était Hélène Dubois, la fille de David Dubois, et le cours allait commencer. La conversation à la table 12 était devenue plus bruyante, plus autosatisfaite. Marc Fournier tenait sa cour, un soleil miniature autour duquel ses satellites orbitaient. La beauté de la chose, Blaise, disait Fournier en faisant tourner le reste du salon dans son verre, c'est l'audace. Nous ne les avons pas seulement achetés, nous les avons absorbés. Leur département RD sera à nous d'ici lundi. Leurs brevets seront intégrés sous l'égide d'Orion d'ici mardi, et ils nous en remercient. C'est magistral, Marc. Vraiment, s'extasia Blaise Antoine, les yeux brillants d'un pouvoir par procuration. Robert Henri, le directeur juridique, semblait légèrement plus sobre. C'était lui qui devait signer les papiers après tout. L'approbation finale des régulateurs de l'UE est le dernier obstacle. Marc, je suis encore un peu préoccupé par le nouveau paquet de gouvernance de l'IA qu'ils viennent de faire passer. Bah, Fournier balaya l'air de sa main comme pour chasser une mouche. Des bureaucrates. Ils vont parader. Ils exigeront quelques concessions mineures, et nous leur en donnerons une symbolique. C'est une danse. Nous l'avons faite une douzaine de fois. Ne deviens pas mou, Robert. C'est pour ça que nous avons cette clause de pénalité de 30 millions. C'est notre assurance contre les retards. Ce n'est rien. C'était le moment. LNS avança. Son cœur était une pierre froide et dure dans sa poitrine. Elle se plaça à côté de Fournier, la carafe à la main. « Excusez-moi, monsieur Fournier, » dit-elle. Sa voix était calme, mais claire, et elle trancha sa phrase comme une lame de rasoir. Les 4 hommes s'arrêtèrent. L'interruption était si profonde, si contraire à l'ordre naturel de cet univers, qu'ils se contentèrent de la fixer. Fournier tourna lentement la tête. Il ne la regarda pas, mais à travers elle. Ses yeux étaient d'un bleu arctique et contenaient un regard d'agacement pur et sans mélange. Il était un roi interrompu par une paysanne. « Je suis en réunion, » dit-il, sa voix mortellement basse. « Mon verre est plein. Partez. » Blaise Antoine ricana. « Elle veut probablement un tuyau boursier, patron. » Les yeux d'Hélène ne scièrent pas. Elle garda son regard fixé sur Fournier. « Mes excuses, monsieur, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. » L'agacement de Fournier se mua en incrédulité, puis en un sombre amusement. Il se pencha en arrière, un sourire narquois sur les lèvres. « Vous n'avez pas pu vous empêcher de quoi? Vous écoutiez aux portes ?» Il regarda ses hommes. « Le service ici devient audacieux. »« Monsieur Fournier, » dit Hélène, sa voix gagnant une fraction de sa force d'antan, « vous parlez de la section 12, sous-section 4 du contrat Hélios. » Le sourire narquois sur le visage de Fournier disparut. La tête de Henri se redressa d'un coup. « Qu'est-ce que vous venez de dire?
demanda Henri, sa voix sèche. Section 12.4. La clause de conformité suisse, répéta Hélène. Vous l'avez mal lu. Vous avez dit que c'était une pénalité de 30 millions d'euros. Ce n'est pas le cas. Un silence lourd et dangereux tomba sur la table. Le tintement de l'argenterie des autres parties du restaurant semblait à 1 kilomètre. Puis Marc Fournier se mit à rire. Ce n'était pas un son agréable. C'était un rire profond, moqueur, cruel, qui irradiait le mépris. Blaise Antoine, voyant son patron rire, se joignit rapidement à lui. Même Henri réussit un petit rire nerveux et aqueux. Fournier essuya une larme de son œil. Il regarda Hélène comme si elle était un chien qui parle. « Vous, dit-il en pointant un doigt, une serveuse, vous êtes en train de me dire, à moi, Marc Fournier, et à lui, il fit un geste vers Henri, le directeur juridique d'une corporation de 50 milliards d'euros, que nous avons mal lu un contrat de plusieurs milliards d'euros. » Il se pencha, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur, mais assez fort pour que toute la table entende. « Ma petite, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance, vous servez du vin. Vous ne comprenez rien au contrat. Vous comprenez les plateaux. Vous comprenez, pétillant ou plat. Tenez-vous-en à ce que vous connaissez avant de vous faire virer. » L'humiliation fut un coup physique. Elle sentit la chaleur monter à ses joues. Elle sentit les yeux des autres convives, le regard apitoyé de son manager de l'autre côté de la pièce. Elle pouvait voir Blaise la filmer avec son téléphone sous la table, un sourire graisseux sur le visage, sans doute pour le poster sur un chat interne de l'entreprise. C'était le moment où elle pouvait s'excuser, s'enfuir et passer le reste de sa vie dans cet appartement de Montreuil à se demander « et si ?» Où elle pouvait brûler les ponts, brûler tout le restaurant, brûler tout son monde. Elle posa la carafe d'eau sur la table. Le léger cliquetis du verre sur le bois sonna comme un coup de feu. « Vous avez raison, monsieur Fournier, » dit-elle. Sa voix était différente maintenant. Le tremblement avait disparu. Elle était froide, plate et dure comme le diamant. « Je ne suis pas une serveuse. Du moins, je ne l'ai pas toujours été. » Le sourire de Fournier vacilla. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde. « Et vous, dit-elle en tournant son regard vers Robert Henri, auriez dû savoir. Vous êtes membre du barreau de Paris. Vous auriez dû au moins lire la jurisprudence. » Le visage de Henri pâlit. « Quoi? Quelle jurisprudence ?» Hélène se redressa, sa posture passant de celle d'une servante à celle d'une avocate. « Vous la lisez comme une disposition de « meilleurs efforts suisses ». Ce n'en est pas une. Le nom est un classique trompeur conçu pour piéger les avocats paresseux. C'est une clause de rupture de pourparlers régie par le Code de commerce belge. L'amusement de Fournier s'était complètement évaporé. Il ne faisait que la fixer. « Vous inventez ça », balbutia Henri, mais il sortait déjà son téléphone de sa poche, son pouce balayant frénétiquement l'écran. « Est-ce que j'invente » rétorqua Hélène. Article 719. Le plafond de 30 millions d'euros dont vous êtes si fier. Il ne s'applique que si Hélios, la partie vendresse, rompt le contrat. Allez-y, lisez-le. Mais si Orion, la partie acquéreuse, ne parvient pas à obtenir l'approbation réglementaire dans toutes les juridictions spécifiées, et cela inclut les nouvelles lois de l'UE sur la gouvernance de l'IA, la clause fait une référence croisée avec l'annexe E, tableau 2A. Elle vit la lueur de terreur dans les yeux de Henri. Il savait. Il venait de le réaliser. Cette référence croisée, dit Hélène, sa voix comme le marteau d'un juge, invoque une responsabilité non plafonnée. Marc Fournier n'était pas un imbécile. C'était un prédateur et les prédateurs sentent la faiblesse. Mais ils sentent aussi les menaces existentielles soudaines. Toute la température émotionnelle de la table s'était inversée. L'arrogance avait disparu, remplacée par un silence fragile et terrifié. Non plafonné, dit Fournier, sa voix un grognement bas. Il essayait de reprendre son autorité, mais la panique était visible dans le serrement de sa mâchoire. Ne soyez pas ridicule. Aucun avocat digne de ce nom n'autoriserait une clause de responsabilité non plafonnée dans un accord de cette taille. Robert. Tous les yeux se tournèrent vers Henri. Henri était aussi blanc que la nappe. Ses doigts volaient sur l'écran de son téléphone, la sueur perlant sur son crâne chauve. Je vérifie, Marc. Le fichier il est énorme. Annexe E. Vous n'avez pas besoin de trouver le fichier, dit Hélène calmement. Elle était dans son élément maintenant. C'était le prétoire. La clause invoque un calcul de pénalité spécifique. Ce n'est pas seulement non plafonné. C'est lié à 15% de la valeur marchande totale de la synergie échouée. Vous avez vous-même déclaré la valeur de l'accord Hélios. Vous l'avez appelé un prix de 20 milliards d'euros. Elle fit une pause, laissant les chiffres flotter dans l'air, les laissant faire leur travail.
15% de 20 milliards, dit-elle, sa voix résonnant d'une terrible clarté finale, c'est 3 milliards d'euros, pas 30 millions. Vous êtes exposé par un facteur 100 et vous y allez tout droit parce que vous pensez que les régulateurs de l'UE sont juste des bureaucrates avec qui vous pouvez danser. Ils vont déchiqueter cette fusion et quand ils le feront, Helios activera la section 12.4 et ils vous prendront 3 milliards d'euros. Votre entreprise, Orion Acquisition Mondiale, sera insolvable d'ici Noël. Blaise Antoine avait arrêté de filmer, son téléphone tomba de sa main molle sur la table. C'est impossible, murmura Fournier. Il regarda Henri. Robert, dis-moi qu'elle ment. Robert Henri leva enfin les yeux de son téléphone. Ses yeux étaient grands et vides de choc. Il ressemblait à un homme qui venait de voir un fantôme. Elle. Oh mon Dieu, balbutia Henri, sa voix se brisant. Le code belge, rupture de pourparlers. C'est réel. Il regarda Hélène, son expression un masque d'admiration horrifiée. Elle a raison. Ce n'est pas seulement le code. Il y a un précédent. Breton contre Jantec Pharma. Il avait trouvé l'étude de cas. Il avait trouvé la baleine blanche. Hélène hocha lentement la tête. Oui. Breton contre Jantec. Un jugement de 4 milliards de dollars sur une supposition de 50 millions. Une affaire, soit dit en passant, qui est enseignée au premier semestre de chaque cours sérieux de contrats internationaux dans les grandes écoles. Où avez-vous fait vos études de droit, monsieur Henri? Parce que vous commettez une faute professionnelle d'une ampleur qui entrera dans les livres d'histoire. Henri tressaillit comme si elle l'avait giflé. Marc Fournier ne bougeait pas. Il ne respirait pas. La couleur avait quitté son visage, laissant un masque gris pâteux. Le cigare qu'il prévoyait de fumer, un énorme cohiba, glissa de ses doigts et roula sur la moquette épaisse. Lui, l'homme qui contrôlait les marchés, qui mettait les sénateurs à genoux, qui avait bâti un empire par la seule force de sa volonté, fixait un cratère de 3 milliards d'euros qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Et la seule personne au monde qu'il avait vue était la serveuse. Il tourna toute son attention vers elle. La condescendance avait disparu. L'arrogance avait disparu. Tout ce qui restait était une peur brute et primale. « Qui » demanda-t-il, sa voix un râle. « Qui êtes-vous » Hélène s'autorisa un petit sourire froid. Elle avait attendu 5 ans pour dire ce nom, pour voir la reconnaissance, pour regarder la dernière pièce du puzzle s'emboîter. Elle détacha le simple badge en plastique Hélène de son tablier et le laissa tomber sur la table à côté du téléphone de Blaise. « Mon nom, dit-elle, est Hélène Dubois. » Fournier la fixa, le nom ne signifiant rien pour lui. Mais elle ne regardait pas Fournier. Elle regardait Robert Henri. Les yeux injectés de sang de Henri s'écarquillèrent encore plus. Le nom signifiait quelque chose pour lui. Il était le directeur juridique. Il connaissait l'historique des litiges de l'entreprise. « Dubois » murmura Henri, son esprit connectant frénétiquement les points. Dubois comme dans Dubois et Associés. L'acquisition d'Aérotech. Le procès pour faute professionnelle de David Dubois. L'air crépita. La tête de Fournier se tourna brusquement vers Henri, la confusion et la colère se battant sur son visage. Quoi? De quoi parle-t-il? Le regard d'Hélène se verrouilla sur Fournier. Et pour la première fois, elle le laissa voir les 5 années de rage accumulées, la fureur glaciale et brûlante qui avait alimenté chacun de ses jours. « Il parle de mon père », dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure mortel. « David Dubois. L'homme contre qui votre cabinet, dirigé par Julien Vasseur, a fabriqué des preuves. L'homme que vous avez ruiné. L'homme qui a eu un AVC en essayant de combattre votre contentieux prédateur. L'homme qui est actuellement assis dans un fauteuil roulant dans un minuscule appartement à Montreuil, incapable de parler, tout cela parce qu'il a essayé de vous empêcher de tromper son client. » Elle se pencha plus près que n'importe quel serviteur ne devrait jamais l'être d'un client. « Vous n'avez pas seulement mal lu un contrat, monsieur Fournier, » dit-elle, les mots comme des éclats de glace. Vous êtes entré dans le seul restaurant de la seule ville et vous vous êtes assis à la seule table servie par la seule personne sur cette planète qui non seulement connaissait votre erreur à 3 milliards, mais qui avait une raison très personnelle de vous laisser la commettre. Le monde s'était rétréci à l'espace entre 4. Le bruit ambiant du sommet doré, les rires lointains, la musique, le bourdonnement silencieux de la ville 70 étages plus bas s'était dissous dans un silence assourdissant. Le visage de Marc Fournier était un kaléidoscope d'émotions, confusion, reconnaissance, et enfin une horreur abjecte naissante. Il n'était pas seulement un PDG en péril financier. Il était un criminel dont le complice venait de se transformer en témoin à charge. Julien Vasseur, dit Fournier, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. C'était il y a des années. C'était une contre-poursuite standard. C'était un mensonge,
claqua Hélène, sa voix comme un coup de fouet. Et vous l'avez approuvé. Vous avez donné ses ordres à Vasseur. Vous lui avez dit de s'occuper de mon père, et il l'a fait. Il l'a détruit. Et maintenant, cette mauvaise gestion est sur le point de vous coûter votre entreprise entière. Fournier regarda Henri, désespéré de trouver une sortie. Robert, répare ça. Appelle l'équipe d'Hélios. Dis-leur que nous avons trouvé une faute de frappe. Nous devons renégocier. Offre-leur 100 millions de plus. Offre-leur. Henri tremblait, son esprit juridique complètement brisé. Marc, tu ne comprends pas. Nous n'avons aucun levier. Nous avons déjà signé l'accord. Il est contraignant. Si nous allons les voir maintenant, chapeau bas, et que nous disons, au fait, nous venons de réaliser que nous sommes redevables de 3 milliards, ils ne renégocieront pas. Ils attendront. Ils laisseront les régulateurs de l'UE tuer l'affaire et ils nous enverront la facture. Nous sommes piégés. Elle a raison. Nous le sommes. Nous sommes finis. Blaise Antoine, qui était resté figé, parla enfin, sa voix un couinement pathétique. On pourrait poursuivre les régulateurs de l'UE. Hélène rit, un son unique, sec et sans joie. Poursuivre l'Union européenne pour avoir appliqué ses propres lois? Bonne chance. Vous auriez plus de chances de poursuivre l'océan pour être mouillé. Vous avez exactement une seule voie de sortie. Et elle passe par moi. C'était le moment. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement basculé. Elle avait été anéantie et reconstruite à partir de zéro. Hélène Dubois, la serveuse gagnant 15 € de l'heure, était maintenant la personne la plus puissante dans la vie de Marc Fournier. Fournier la dévisagea. Il était un homme qui avait bâti un empire, un homme qui avait broyé d'innombrables personnes comme David Dubois. Il n'avait jamais supplié. Il n'avait jamais plaidé. Il ne connaissait même pas les mots. Mais il apprenait. Quoi? Dit-il, sa voix rauque. Qu'est-ce que vous voulez? C'était la question qu'elle attendait depuis 5 ans. Vous n'êtes pas en position de négocier, monsieur Fournier, dit Hélène, sa voix dénuée de toute émotion. Vous ne négociez pas. Vous allez écouter mes conditions. Vous les accepterez sans modification. Si vous hésitez, si vous discutez, si vous avez même l'air d'appeler la sécurité, je sortirai par cette porte. Je rentrerai chez moi. Et j'utiliserai mes 30 derniers euros pour acheter un téléphone prépayé. Et je passerai un appel au PDG d'Hélios Innovation et je lui dirai de vérifier la section 12, sous-section 4. Le souffle de Fournier se bloqua. Il savait qu'elle était sérieuse. Alors voici, dit-elle, ce qui va se passer. Elle leva un doigt. Premièrement, demain matin à 9 h, votre entreprise, Orion Acquisition Mondiale, tiendra une conférence de presse. Vous serez au pupitre. Vous annoncerez publiquement qu'un audit interne récent a révélé une faute grave concernant le litige Aérotech d'il y a 5 ans. Vous nommerez Julien Vasseur comme l'architecte d'une campagne de poursuite abusive et de fabrication de preuves. Henri commença à protester. On ne peut pas. Ça équivaut à admettre notre responsabilité. On sera. Silence, Robert, ou j'ajoute votre nom au communiqué de presse. Le coupa Hélène, sans même le regarder. Ses yeux étaient rivés sur Fournier. Vous déclarerez que la principale victime de cette campagne était David Dubois, un homme d'une intégrité irréprochable. Vous présenterez des excuses publiques complètes. Vous annoncerez qu'Orion règle la contre-poursuite non encore déposée de la famille Dubois pour un montant que nous déterminerons plus tard. Mais pour l'instant, vous restaurerez son nom. Vous le blanchirez. Vous lui rendrez l'honneur que vous lui avez volé. Fournier respirait lourdement, son costume à 10 000 € ressemblant soudain à une camisole de force. Il était piégé. Il hocha la tête. Fait. C'est fait. Quoi d'autre? Deuxièmement, dit Hélène en levant un autre doigt, vous allez me donner un travail. Fournier hocha la tête frénétiquement. N'importe quoi. Analyste senior, vice-présidente. Je créerai un poste pour vous. Directrice de l'évaluation des risques. Un salaire de 500 000 €. Hélène sourit de nouveau de ce sourire froid. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous essayez encore de marchander. Elle se pencha et ramassa la carte de visite de Henri sur la table. Elle la regarda, puis regarda Henri. Je ne veux pas un travail, monsieur Fournier. Je veux son travail. Henri eut l'air d'avoir reçu une balle. Quoi? Non, Marc, tu ne peux pas. Je suis avec toi depuis 20. La ferme, Robert. Aboya Fournier, sa panique le rendant vicieux. Il regarda Hélène. Vous voulez être directrice juridique? Vous n'avez même pas fini vos études de droit. Je les ai finies, dit Hélène. J'ai passé l'examen du barreau de Paris il y a 2 ans sous le nom de jeune fille de ma mère.
J'ai été reçu dans le premier centile. Je préférais juste la vie tranquille. Elle fit sauter la carte de visite. Il gagne combien? 3 millions par an avec les bonus? J'en veux 5 millions. Et je veux que les badges de Robert Henry et Julien Vasseur soient désactivés d'ici mon arrivée au bureau demain. Ils doivent être escortés hors du bâtiment avec leurs effets personnels dans une boîte en carton. Suis-je clair? Vous ne pouvez pas me virer comme ça, se lamenta Henry, des larmes d'apitoiement montant à ses yeux. Je viens de le faire, dit Hélène. Fournier était en train de digérer. Il était victime de chantage, d'extorsion, mais il était aussi un pragmatique. C'était un requin. Il perdait un aileron. Mais elle lui sauvait la vie. 3 milliards d'euros contre 5 millions et une humiliation publique. Ce n'était pas un choix. Vous avez votre poste, cracha Fournier. Vous avez votre conférence de presse. Maintenant, réparez ça. Comment réparez-vous la bombe à 3 milliards? Le sourire d'Hélène s'élargit. C'était la première fois qu'elle souriait avec une quelconque chaleur de toute la soirée, et c'était terrifiant. Oh, ça, c'est la meilleure partie, dit-elle. Je ne vais pas le réparer. Nous allons le réparer. Elle regarda sa montre. Il est 22 heures. La réunion du Conseil d'Hélios est demain à midi. Vous, monsieur Fournier, allez prendre votre téléphone et vous allez reporter cette réunion. Vous allez leur dire que votre équipe juridique, c'est-à-dire moi, a trouvé une erreur mutuelle critique dans les projections réglementaires qui doit être corrigée avant que l'accord ne puisse être finalisé. Ils seront furieux, dit Fournier. Laissez-les être furieux, répondit Hélène. C'est mieux que d'être plus riche de 3 milliards. Et puis demain, après que le nom de mon père aura été blanchi et que mon contrat sera signé, j'entrerai dans votre bureau en tant que nouvelle directrice juridique d'Orion Acquisition Mondiale. Et je rédigerai un nouvel amendement à la section 12, et je m'envolerai personnellement pour Bruxelles, et je renégocierai cet accord, pas seulement pour corriger votre erreur, mais pour nous donner l'avantage. Elle ramassa enfin la carafe d'eau, sa tâche initiale. Vous, dit-elle à Fournier, allez me faire confiance pour sauver votre entreprise de la même manière que le client de mon père lui a fait confiance. La différence, c'est que je vais gagner. Elle se tourna et s'éloigna de la table, laissant les 3 hommes les plus puissants de la pièce assis dans les ruines de leur propre arrogance, leur champagne à 8 000 € ayant un goût de cendre. Les 24 heures suivantes se déroulèrent à la vitesse d'une onde de choc. À 22h30, Marc Fournier, le visage un masque de fureur contenue, avait passé l'appel. Hélène observait depuis l'ombre de l'office du restaurant alors qu'il parlait dans son téléphone, sa voix un grognement bas. Il reportait la réunion avec Hélios. Le premier domino était tombé. À 23h, Hélène avait raccroché son tablier pour la dernière fois. Elle ne pointa pas. Elle sortit simplement par la porte d'entrée, passant devant le maître d'hôtel stupéfait, et monta dans un taxi, le premier qu'elle prenait en 3 ans. À 9h du matin, elle ne portait pas un uniforme de serveuse. Elle portait son seul bon tailleur, un simple ensemble noir acheté en solde 2 ans plus tôt pour son examen du barreau. Elle se tenait au fond de l'auditorium de presse d'Orion, un visage anonyme dans une mer de journalistes. Elle regarda Marc Fournier se diriger vers le podium. Il semblait ne pas avoir dormi depuis une décennie. Ses cheveux argentés étaient légèrement en désordre. Il lut une déclaration préparée, sa voix monotone. Un chapitre profondément regrettable de l'histoire de notre entreprise. Une campagne de poursuite abusive. De graves violations éthiques menées par l'ancien conseil, M. Julien Vasseur. Notre audit interne a conclu que M. David Dubois était non seulement innocent de toutes les accusations, mais a été victime de ces tactiques prédatrices. Orion Acquisition Mondiale présente ses excuses les plus profondes et sans réserve à M. Dubois et à sa famille. Les yeux d'Hélène la piquèrent. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas du soulagement qu'elle ressentait. Pas encore. C'était le clic froid et satisfaisant d'un verrou qui s'enclenche. À 9h15, les nouvelles financières explosaient. L'action d'Orion chuta de 4% à l'annonce de l'instabilité juridique. À 9h30, Hélène était au 70e étage de la tour Orion, le même étage que le Sommet Doré, juste un bâtiment plus loin. Elle était au département des ressources humaines en train de signer un contrat de travail. C'était exactement comme elle l'avait dicté. Salaire de base de 5 millions d'euros, titre de directrice juridique et vice-présidente exécutive. Pendant qu'elle signait, 2 agents de sécurité raccompagnaient un Robert Henry au visage rouge hors de son bureau, une petite boîte en carton dans les mains. À 10h, elle était assise dans ce même bureau. Il était énorme. Un mur entier était une baie vitrée surplombant la ville. Elle prit un moment, juste un, pour s'asseoir dans le fauteuil en cuir moelleux et regarder la vue. C'était la même vue qu'elle avait eue depuis le restaurant, mais ce n'était plus une cage. C'était un royaume. Sa nouvelle assistante,
Une femme nerveuse mais efficace nommée Sarah l'appela. Mademoiselle Dubois, Monsieur Fournier vous attend dans la salle de conférence principale. Il m'a dit de vous dire que votre équipe est réunie. Hélène se leva. Merci, Sarah. S'il vous plaît, préparez une voiture. Je dois être à Roissy dans 3 heures. Et mettez-moi en contact avec le PDG d'Helios Innovation sur une ligne sécurisée. Dites-lui que la nouvelle directrice juridique d'Orion a une proposition. Elle entra dans la salle de conférence. Fournier était en bout de table, l'air hagard. Le reste de l'équipe juridique, ceux qui n'avaient pas été renvoyés, la fixaient avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Ils venaient de voir leur patron éviscéré dans une conférence de presse, et leur autre patron, Henri, renvoyé et remplacé par une serveuse. « Bonjour, messieurs, » dit Hélène, prenant place non pas à la table, mais dans le fauteuil juste à côté de Fournier, une position de pouvoir égale. « Pour ceux que je n'ai pas rencontrés, je suis Hélène Dubois. Depuis 30 minutes, je suis votre nouvelle directrice juridique, et à partir de cet instant, nous avons un incendie de 3 milliards à éteindre. » Elle brancha son ordinateur portable, un modèle vieux de 5 ans à l'écran fissuré, au projecteur holographique massif. Monsieur Fournier vous a tous informé de l'oubli dans la section 12.4. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le problème est encore pire. La tête de Fournier se redressa. Pire? Que voulez-vous dire par pire? Vous avez dit 3 milliards. Les 3 milliards, c'est la pénalité, dit Hélène calmement. Mais ce n'est pas la cause. La cause, ce sont les lois de l'UE sur la gouvernance de l'IA. J'ai passé la nuit à lire les 800 pages de la traduction provisoire. Votre équipe a supposé que vous auriez un simple feu vert, mais cette loi interdit spécifiquement à une seule entité de contrôler plus de 40% du marché de la logistique des données. Cette fusion, telle qu'elle est écrite, donnerait à Orion Helios 55%. Elle ne va pas seulement être scrutée. Elle est morte-née. Elle ne sera jamais approuvée. La pénalité de 3 milliards n'est pas un risque. C'est une certitude. La pièce plongea dans un désespoir total. Alors, c'est fini? Murmura Fournier en s'affaissant dans son fauteuil. Nous sommes en faillite. Non, dit Hélène. Ce n'est pas fini parce qu'Helios ne le sait pas, elle montre à l'écran. Ils pensent que leur clause de pénalité de 30 millions est juste une pénalité de 30 millions, comme vous. Ils sont en colère que vous ayez reporté, mais ils ne sont pas encore méfiants. Ils pensent que c'est juste un retard réglementaire normal. Alors, quel est le plan? Demanda Fournier, sa voix maintenant celle d'un étudiant, pas d'un maître. Le plan, dit Hélène, c'est que je ne vais pas à Bruxelles pour supplier. Je vais à Bruxelles pour attaquer. Je vais appeler le PDG d'Helios et lui dire que notre audit interne a révélé que leurs déclarations sur leur part de marché dans l'UE étaient matériellement insuffisantes. Je vais soutenir qu'ils ont déformé leur position, ce qui fait d'eux la partie en infraction. Un avocat au fond de la salle prit la parole. Mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas déformé. Ils ne l'ont pas fait, concéda Hélène. Mais ils n'ont pas non plus fourni les nouvelles projections basées sur la nouvelle loi. C'est une zone grise. C'est une ambiguïté et je vais y faire passer un camion de 3 milliards d'euros. Elle exposa le plan. C'était audacieux, vicieux et brillant. Elle ne se contenterait pas de corriger l'erreur de 3 milliards. Elle allait utiliser la menace de l'erreur de 3 milliards, qu'elle présenterait comme leur faute, pour forcer Helios à revenir à la table des négociations. Nous ne voulons pas seulement que la clause de pénalité soit supprimée, dit Hélène, les yeux brillants. Nous voulons un nouvel accord. Cette fusion ne peut pas se faire en une seule entité, alors nous allons la démanteler. Nous acquérons leur portefeuille RD et brevets, ce que nous voulions depuis le début, et nous les forcerons à vendre leur division logistique à un tiers en tant que cession d'actifs. Nous n'obtiendrons pas 55% du marché. Nous en obtiendrons 30% et nous aurons tous leurs brevets. Et nous allons payer 40% de moins pour ce privilège. Elle regarda Fournier. Vous vouliez acheter Helios pour 20 milliards. Je vais vous donner leur cerveau pour 12 milliards et nous allons laisser quelqu'un d'autre gérer le cauchemar réglementaire de leur logistique. Nous n'évitons pas seulement une perte de 3 milliards, monsieur Fournier. Nous allons réaliser un bénéfice de 8 milliards. Le silence se fit dans la pièce. Marc Fournier la dévisagea et pour la première fois, la peur dans ses yeux fut remplacée par autre chose. La cupidité. Le respect. Mon Dieu, murmura-t-il. Vous n'êtes pas la fille de David. Vous êtes un requin. Hélène ferma son ordinateur portable. J'ai appris des meilleurs, monsieur Fournier. J'ai appris de vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un avion à prendre. 1 an plus tard, le bureau du 70e étage de la directrice juridique ne contenait plus un ordinateur portable fissuré. C'était un centre de commandement.
Hélène Dubois était assise derrière un bureau en obsidienne polie, ses cheveux désormais coupés en un carré strict et professionnel. Elle portait un tailleur Armani bleu marine impeccablement coupé. Elle n'était plus une serveuse, plus un fantôme. Elle était très probablement l'avocate la plus puissante de Paris. Son vol pour Bruxelles était devenu une légende. D'entreprise. Elle avait atterri, était entrée dans le siège d'Hélios sans équipe et avait, systématiquement et chirurgicalement, démantelé leur position juridique. Elle avait utilisé leur propre arrogance contre eux. Elle avait prouvé en une réunion de 4 heures que leur projection déficiente aurait déclenché la pénalité de 3 milliards d'euros et qu'Orion aurait été légalement en droit de les poursuivre pour dol. À la fin de la semaine, Hélios avait cédé. L'accord fut réécrit. Orion Acquisition Mondiale acquit le portefeuille de brevets IA d'Hélios pour 12 milliards d'euros. La division logistique fut vendue. L'action d'Orion, après la baisse initiale, ne s'est pas seulement redressée, elle a triplé. Hélène Dubois n'avait pas seulement sauvé l'entreprise. Elle en avait fait un titan intouchable. Son premier acte à son retour fut de superviser personnellement le règlement pour son père. C'était une somme à 9 chiffres qui fut discrètement transférée sur un trust. Avec cet argent, elle déménagea son père de l'appartement de Montreuil pour l'installer dans un centre de soins neurologiques privé et ultramoderne en banlieue parisienne. Elle lui rendait visite tous les dimanches. Elle était là maintenant, assise près de son lit dans une chambre baignée de soleil qui donnait sur un jardin. Elle lui lisait, non pas un livre de droit, mais un journal. Les Échos qualifient cela de redressement d'entreprise le plus stupéfiant de la décennie. « Papa », dit-elle doucement en pliant le journal. « Il m'appelle la serveuse à 3 milliards. » C'est un nom stupide, mais il est accrocheur. David Dubois était toujours dans son fauteuil roulant, mais il n'était plus la coquille vide qu'il avait été. Avec les meilleurs soins du monde, son nom blanchi et la présence de sa fille, la lumière était revenue dans ses yeux. Il ne pouvait pas parler, mais il pouvait bouger sa main droite. Lentement, péniblement, il tendit la main et serra celle de sa fille. Une seule larme coula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de fierté. Hélène serra sa main en retour. « Tu me manques, papa. » Il serra sa main 2 fois. « Je sais. » Elle l'embrassa sur le front et se leva. « Je dois y aller. » Grosse journée au bureau. Elle retourna en ville dans l'hélicoptère de la société. Quand elle arriva chez Orion, l'atmosphère était électrique. Elle se dirigea directement vers la salle du conseil principal. Elle était pleine. Tout le conseil d'administration était réuni. À la tête de la table était assis Marc Fournier. Depuis l'arrivée d'Hélène, la position de Fournier était devenue précaire. Elle l'avait sauvé, oui, mais ce faisant, elle avait exposé son imprudence. La conférence de presse qu'elle l'avait forcé à donner avait ouvert les vannes. Des dizaines d'autres affaires aérotech avaient émergé. De petites entreprises, des partenaires ruinés, tous avec des histoires sur les tactiques prédatrices de Julien Vasseur et Marc Fournier. Le conseil était furieux. L'entreprise était rentable, mais sa réputation était en lambeaux. Fournier était un passif, et Hélène. Hélène était l'héroïne. Elle prit son siège. Le vote est unanime, Marc, dit la directrice principale du conseil, une femme nommée Catherine Lefebvre, la voix lourde. Le conseil a accepté votre démission. Votre parachute doré sera adéquate, mais vous devrez vider votre bureau d'ici la fin de la journée. Fournier, le lion aux cheveux d'argent, paraissait vieux. Il était vaincu. Il hocha simplement la tête, signa le dernier papier et se leva. Il ne regarda personne. En se dirigeant vers la porte, il passa devant Hélène. Il s'arrêta juste une seconde. « C'est vous qui avez fait ça », murmura-t-il, sa voix un sifflement venimeux. « Vous ne vouliez pas seulement un travail, vous vouliez tout. C'était votre plan dès la minute où vous avez entendu « Section 12.4 », n'est-ce pas ?» Hélène leva les yeux vers lui, son visage calme et impénétrable. « Vous m'avez appris à être méticuleuse, Marc, dit-elle. Vous êtes l'architecte. Je ne suis que le marteau. Maintenant, veuillez vous lever de ma chaise. » Le visage de Fournier devint pourpre, mais il ne dit rien. Il se tourna et quitta la pièce. La porte se referma derrière lui dans un claquement sec. Un silence tomba. Catherine Lefebvre regarda Hélène. « Mademoiselle Dubois, dit Catherine, le Conseil a également voté à l'unanimité sur un successeur. Nous croyons que cette entreprise doit entrer dans une nouvelle ère, une ère de précision, d'éthique et de force inébranlable. Nous croyons que vous êtes cette nouvelle ère. » Hélène regarda autour de la table les visages des personnes les plus puissantes du pays. 1 an auparavant, elle leur servait du champagne. Aujourd'hui, il lui offrait la couronne.
Elle se leva et lissa la veste de son tailleur. Elle se dirigea vers la tête de la table, la chaise que Fournier venait de quitter, et se tourna pour faire face à son nouveau conseil. « Merci, Madame la Présidente, messieurs, dit-elle, sa voix claire et forte, résonnant dans la vaste pièce. J'accepte. Maintenant, mettons-nous au travail. Ma première décision, je veux parler de Julien Vasseur. Il exerce toujours le droit à Bruxelles. Je pense qu'il est temps que nous lui rendions visite. Sarah, contactez-moi le procureur général.